En ce moment même, quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de votre corps. Quelque chose de silencieux, d'invisible. Quelque chose qui a commencé avant même que vous ne puissiez parler et qui ne s'est jamais arrêté depuis. Chaque seconde qui passe, des milliards de cellules travaillent pour vous maintenir en vie. Elles réparent des dommages, éliminent des déchets, remplacent des tissus usés et coordonnent une quantité presque inimaginable de réactions biologiques. Pourtant, malgré cette activité incessante, un phénomène continue inexorablement sa progression. Nous vieillissons. Depuis toujours, l'humanité considère cela comme une évidence. Le soleil se lève, le soleil se couche. Les êtres humains vieillissent. C'est ainsi. Mais si cette certitude était au point d'être remise en question? Imaginez un instant qu'un médecin vous annonce qu'il existe un traitement capable de ralentir la dégradation progressive de votre corps. Pas une crème, pas un complément miracle, pas une promesse marketing, un véritable traitement biologique. Votre première réaction serait probablement la surprise. Parce qu'au fond, nous avons été conditionnés à considérer le vieillissement différemment de toutes les autres affections. Quand une infection apparaît, nous cherchons un médicament. Quand un os se fracture, nous cherchons à le réparer. Quand une maladie menace notre santé, nous mobilisons toute la puissance de la médecine moderne. Mais lorsque nos cheveux blanchissent, que notre peau perd de son élasticité ou que notre énergie diminue avec les années, nous avons tendance à hausser les épaules, comme s'il appartenait à une catégorie à part, comme si le vieillissement était au-delà de toute intervention, comme si la biologie avait déjà rendu son verdict. Pourtant, une question dérange de plus en plus de scientifiques. Une question simple, mais profondément déstabilisante. Pourquoi acceptons-nous le vieillissement alors que nous combattons pratiquement toutes les autres causes de souffrance et de déclin? Après tout, si un organe perd progressivement sa fonction, nous appelons cela une maladie. Si des cellules cessent de fonctionner correctement, nous cherchons à comprendre pourquoi. Si un processus biologique provoque davantage de fragilité, davantage de maladies et davantage de décès, la médecine tente généralement d'intervenir. Alors, pourquoi le vieillissement ferait-il exception? Cette interrogation est en train de provoquer une révolution discrète dans les laboratoires du monde entier. Car pendant longtemps, les chercheurs ont étudié les maladies une par une. Le cancer, les maladies cardiovasculaires, la maladie d'Alzheimer, le diabète, la fragilité musculaire. Comme s'il s'agissait de problèmes indépendants. Mais peu à peu, une idée inattendue a commencé à émerger. Et si toutes ces maladies partageaient une même racine? Et si elles n'étaient pas simplement liées à l'âge, mais au mécanisme biologique du vieillissement lui-même? Soudain, la perspective change complètement. Le vieillissement cesse d'être un simple décor de notre existence. Il devient un phénomène biologique à étudier, à mesurer, à comprendre. Et peut-être un jour, à modifier. Cette idée peut sembler presque irréelle. Pendant des milliers d'années, vieillir était considéré comme aussi inévitable que la gravité. Même les plus grands médecins de l'histoire n'imaginaient pas pouvoir intervenir sur le processus lui-même. Ils traitaient les conséquences, jamais la cause. Mais la biologie moderne commence à révéler une image beaucoup plus surprenante. Car lorsque les chercheurs regardent à l'intérieur de nos cellules, ils ne voient pas une horloge mystérieuse comptant les années. Ils voient des mécanismes, des réactions, des systèmes de réparation, des signaux chimiques, des dommages qui s'accumulent, des erreurs qui apparaissent, et surtout, des processus qui pourraient ne pas être totalement immuables. C'est là que l'histoire devient fascinante, parce que la question n'est plus seulement « pourquoi vieillissons-nous ?» La nouvelle question est « qu'est-ce qui vieillit ?» Et lorsque les scientifiques ont commencé à chercher la réponse, ils ont découvert quelque chose qui pourrait transformer notre compréhension de la vie humaine. Quelque chose qui se déroule dans chacune de vos cellules en ce moment même.
une bataille microscopique dont la plupart des gens ignorent totalement l'existence. Et cette bataille pourrait bien déterminer non seulement combien de temps vous vivez, mais aussi dans quel état vous vivrez ces années. Car le vrai visage du vieillissement est bien différent de ce que nous imaginons. Et pour le comprendre, nous devons voyager à l'intérieur du corps humain, là où tout commence. Mais ce que les chercheurs ont découvert au cœur de nos cellules est encore plus surprenant que le vieillissement lui-même. Si vous pouviez rétrécir jusqu'à la taille d'une cellule et voyager à l'intérieur de votre corps, ce que vous verriez ne ressemblerait pas à un organisme en train de vieillir. Vous verriez une immense cile, une méganopole biologique d'une complexité presque inconcevable. Des milliards de cellules communiquant en permanence, des protéines transportant des messages, des systèmes de réparation patrouillant comme des équipes de maintenance, des centrales énergétiques produisant l'énergie nécessaire à chaque mouvement, chaque pensée, chaque battement de cœur. Pendant la majeure partie de votre vie, cette ville fonctionne remarquablement bien, mieux que n'importe quelle machine jamais construite par l'être humain. Mais aucune ville n'est parfaite. Et aucune ville n'échappe éternellement à l'usure. Chaque jour, vos cellules subissent des agressions. Certaines viennent de l'extérieur, les rayons ultraviolets du soleil, la pollution, les toxines environnementales, les infections. D'autres viennent de l'intérieur. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, car même lorsque vous dormez profondément dans une pièce calme, votre corps continue de produire naturellement des dommages, simplement parce qu'il est vivant. Produire de l'énergie génère des sous-produits chimiques. Copier l'ADN génère parfois des erreurs. Les protéines se déforment, les membranes cellulaires s'usent. Les systèmes biologiques accumulent progressivement de petites imperfections. Rien d'alarmant, au début. En réalité, votre corps possède des mécanismes extraordinaires pour gérer cette situation. Des milliers d'équipes de réparation microscopiques travaillent sans relâche. Imaginez une immense bibliothèque contenant toutes les instructions nécessaires à votre survie. Cette bibliothèque, c'est votre ADN. Chaque jour, des milliers de lésions apparaissent dans ce manuel biologique. Et chaque jour, des mécanismes spécialisés les corrigent avant qu'elles ne deviennent problématiques. La plupart du temps, vous ne remarquez rien. C'est précisément ce qui rend le système si remarquable. Votre corps résout constamment des problèmes dont vous n'avez même pas conscience. Mais avec le temps, un changement subtil commence à apparaître. Pas à 80 ans, pas à 70 ans, parfois bien plus tôt. Progressivement, les réparations deviennent un peu moins parfaites. Certaines erreurs échappent au contrôle, certains tissus récupèrent plus lentement, certaines cellules cessent de fonctionner aussi efficacement qu'avant. C'est un peu comme une maison parfaitement entretenue pendant des décennies. Au début, chaque fissure est réparée immédiatement, chaque leak est corrigé, chaque pièce est remplacée lorsqu'elle s'use. Puis, lentement, les réparations commencent à prendre du retard. Une fissure devient 2, puis 3, puis 10. Aucune n'est catastrophique individuellement, mais leur accumulation finit par transformer toute la structure. C'est exactement ce que les scientifiques observent dans le vieillissement biologique. Et parmi tous les systèmes impliqués, certains jouent un rôle particulièrement important. Prenons les mitochondries. Vous n'en avez probablement jamais vu une. Pourtant, elles sont présentes dans presque toutes vos cellules. On les décrit souvent comme les centrales énergétiques du corps. Chaque fois que vous marchez, lisez, réfléchissez ou respirez, elles produisent l'énergie nécessaire à ces activités. Pendant des décennies, elles accomplissent leur mission avec une efficacité impressionnante. Puis, quelque chose commence à changer. Certaines mitochondries deviennent moins performantes. Elles produisent moins d'énergie, parfois davantage de sous-produits chimiques indésirables. Les cellules doivent alors travailler plus dur pour obtenir le même résultat. Le phénomène est lent, presque imperceptible, mais ses effets peuvent s'étendre à tout l'organisme. L'énergie, la récupération, la fonction musculaire, le fonctionnement cérébral, tout peut être influencé. Mais les mitochondries ne sont qu'une pièce du puzzle, car une autre transformation discrète se déroule dans le corps vieillissant. Certaines cellules cessent progressivement de remplir leurs fonctions normales. Elles ne meurent pas, elles ne travaillent plus correctement. Elles restent là, comme des employés qui ont quitté leur poste mais continuent d'occuper le bureau. Les scientifiques les appellent les cellules sénescentes, et leur présence pourrait jouer un rôle majeur dans le vieillissement. Le plus surprenant, ces cellules ne sont pas nécessairement des ennemis.
Au début, elles participent à des mécanismes de protection. Elles empêchent parfois des cellules dommagées de devenir dangereuses. Elles contribuent à certaines réparations. Elles font partie de l'intelligence naturelle du corps. Mais lorsque leur nombre augmente excessivement avec les années, leur berbilité change. Ce qui était une solution locale peut devenir un problème global. Et c'est ici qu'apparaît une idée qui a profondément bouleversé la recherche sur le vieillissement. Une idée qui va transformer notre manière de voir le processus tout entier. Car les scientifiques ont commencé à comprendre que le vieillissement n'est peut-être pas causé par un seul mécanisme, ni par une seule horloge biologique, mais par plusieurs processus qui interagissent simultanément, comme différents instruments jouant une même mélodie. Et lorsqu'ils ont commencé à cartographier ces mécanismes un par un, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, une sorte de liste des grandes causes biologiques du vieillissement. Une carte, un mode d'emploi caché de la dégradation progressive du corps humain. Et cette découverte a marqué le début d'une nouvelle ère scientifique, une ère où le vieillissement a cessé d'être une fatalité abstraite pour devenir un phénomène mesurable, analysable et potentiellement modifiable. Mais la découverte qui a véritablement changé la vision des chercheurs ne concernait pas seulement le vieillissement, elle remettait en question l'une des croyances les plus anciennes de la médecine moderne. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la médecine a été construite autour d'une idée simple. Identifier une maladie, comprendre sa cause, développer un traitement, puis passer à la suivante. Cette approche a produit des avancées extraordinaires. Les antibiotiques, les vaccins, les traitements cardiovasculaires, les thérapies contre de nombreux cancers. L'espérance de vie mondiale a augmenté à un rythme que nos ancêtres auraient jugé miraculeux. Mais un paradoxe est progressivement apparu. Les gens vivaient plus longtemps, pourtant, ils développaient toujours les mêmes grandes maladies liées à l'âge. Comme si la médecine gagnait des batailles individuelles sans jamais remporter la guerre principale. Imaginez un instant une vieille maison. Chaque année, vous remplacez une fenêtre cassée, puis une fuite dans le toit, puis une canalisation, puis le système électrique. Chaque réparation est utile, chaque intervention est nécessaire, mais si la structure entière continue à se fragiliser, les problèmes finiront toujours par réapparaître ailleurs. Pendant longtemps, les chercheurs ont traité les maladies du vieillissement exactement de cette manière. Ils réparaient les conséquences, mais rarement le processus sous-jacent. Puis, quelque chose a commencé à changer. Des biologistes travaillant dans des domaines très différents ont remarqué une étrange convergence. Les maladies semblaient différentes sur surface, mais lorsqu'ils observaient les cellules de près, ils retrouvaient souvent les mêmes types de dysfonctionnements. Encore, et encore, et encore. Des dommages à l'ADN, des cellules sénescentes, des mitochondries moins efficaces, une inflammation chronique, une perte de communication entre les tissus, comme si plusieurs maladies partageaient les mêmes fondations invisibles. Cette observation a conduit à une question révolutionnaire. Et si nous regardions le problème à l'envers? Au lieu de demander « pourquoi cette maladie apparaît-elle ?», les scientifiques ont commencé à demander « pourquoi les organismes deviennent-ils plus vulnérables à toutes ces maladies avec le temps ?» Cela peut paraître être une nuance, mais cette nuance a changé toute la perspective. Parce qu'à partir de ce moment-là, le vieillissement lui-même est devenu un sujet médical, pas uniquement philosophique, pas uniquement biologique, médical. Pour la première fois, certains chercheurs ont commencé à considérer que le vieillissement pouvait être étudié comme un ensemble de mécanismes modifiables. Pas nécessairement arrêtables, pas nécessairement réversibles, mais potentiellement influençables. Et les résultats obtenus chez les animaux ont commencé à attirer l'attention du monde scientifique. Dans différents laboratoires, les chercheurs ont observé quelque chose qui paraissait presque impossible quelques décennies auparavant. Modifier certains mécanismes biologiques pouvait parfois prolonger la durée de vie de souris, de vers microscopiques ou de mouches de laboratoire. Mais le plus intéressant n'était pas toujours l'augmentation du nombre d'années, c'était l'amélioration de la qualité biologique de ces années. Certains animaux restaient fonctionnels plus longtemps, plus actifs, plus résistants, comme si leur vieillissement avait été ralenti. Cette distinction est essentielle, car la véritable ambition de la recherche moderne sur le vieillissement n'est pas simplement de vivre plus longtemps, c'est de prolonger ce que les scientifiques appellent parfois la durée de vie en bonne santé, la période pendant laquelle le corps et l'esprit restent pleinement fonctionnels. Après tout, ajouter 10 ans de fragilité n'a pas le même impact qu'ajouter 10 ans de vitalité.
Et c'est précisément cette idée qui a commencé à séduire de plus en plus de chercheurs. Peut-être que le véritable objectif n'est pas l'immortalité, peut-être que le véritable objectif est la résilience, maintenir plus longtemps les capacités naturelles du corps, préserver les systèmes de réparation, retarder l'apparition des grandes défaillances biologiques. Puis est arrivée une découverte encore plus déstabilisante. Les scientifiques ont réalisé qu'il existait plusieurs caractéristiques communes du vieillissement, des mécanismes fondamentaux présents dans de nombreuses espèces, des sortes de règles biologiques universelles. Cette découverte allait donner naissance à l'un des cadres théoriques les plus influents de la biologie moderne, une carte du vieillissement, un inventaire des principaux processus qui semblent pousser les cellules vers le déclin progressif. Pour la première fois, les chercheurs avaient quelque chose de concret à étudier, quelque chose à mesurer, quelque chose à tirer. Soudainement, le vieillissement n'était plus simplement un phénomène abstrait, associé au passage des années. Ce devenait un ensemble de mécanismes biologiques observables. Et lorsqu'un mécanisme devient observable, il devient potentiellement modifiable. C'est à ce moment précis que le domaine de la longévité a quitté les marges de la recherche pour entrer dans le débat scientifique mondial. Des universités prestigieuses, des instituts de recherche, des entreprises de biotechnologie, des milliards d'euros d'investissement, tous poursuivaient désormais une question qui aurait semblé relever de la science-fiction quelques décennies auparavant. Peut-on ralentir les mécanismes fondamentaux du vieillissement humain ? Mais avant d'imaginer les technologies du futur, il faut comprendre ce que les scientifiques ont réellement découvert. Car derrière cette révolution scientifique se cache une liste fascinante de processus biologiques. Des mécanismes qui agissent silencieusement à l'intérieur de chacun de nous, des mécanismes que vous possédez en ce moment même et qui pourraient déterminer la vitesse à laquelle votre corps vieillit. Pendant des siècles, le vieillissement ressemblait à une énigme. Nous pouvions observer ses effets, les rides, la perte de force, le ralentissement de certaines fonctions, l'augmentation du risque de maladie, mais personne ne savait réellement ce qui se passait sous la surface. Puis, au début du XXIe siècle, les chercheurs ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Progressivement, une image cohérente est apparue. Le vieillissement ne semblait pas être causé par un unique mécanisme, il ressemblait davantage à un orchestre, un ensemble de processus biologiques différents jouant simultanément. Lorsqu'il reste en équilibre, le corps fonctionne remarquablement bien, mais lorsque cet équilibre se dégrade, le vieillissement accélère. Aujourd'hui, les scientifiques parlent souvent de plusieurs grandes caractéristiques fondamentales du vieillissement, comme une carte des principales forces qui façonnent notre trajectoire biologique. Commençons par la première, les dommages à l'ADN. Imaginez que chaque cellule possède une immense bibliothèque contenant les instructions nécessaires à son fonctionnement. Cette bibliothèque, c'est votre ADN. Chaque jour, cette bibliothèque subit des milliers d'agressions. Rayonnement solaire, sous-produits du métabolisme, erreurs de copie, stress environnementaux. Heureusement, des mécanismes de réparation travaillent sans relâche. Pendant des décennies, ils accomplissent un travail extraordinaire. Mais aucune équipe de maintenance n'est parfaite. Avec le temps, certaines erreurs s'accumulent. La plupart restent sans conséquence, d'autres peuvent perturber le fonctionnement cellulaire. Le problème n'est pas une erreur isolée, c'est leur accumulation progressive, comme des fautes qui s'infiltrent lentement dans un manuel d'instruction. Le raccourcissement des télomères. Aux extrémités de vos chromosomes se trouvent des structures appelées télomères. On les compare souvent aux embouts en plastique des lacets. Leur rôle est de protéger l'information génétique. À chaque division cellulaire, une petite partie de ces protections disparaît. Pendant longtemps, cela a été considéré comme une sorte d'horloge biologique, mais la réalité est plus complexe. Les télomères ne déterminent pas seuls le vieillissement, ils reflètent plutôt une partie de l'usure accumulée par certains tissus. Ils racontent une histoire, l'histoire des divisions passées. Les mitochondries fatiguées. Souvenez-vous des centrales énergétiques de la cellule, les mitochondries. Lorsque nous sommes jeunes, elles produisent efficacement l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps, mais avec les années, certaines deviennent moins performantes. Imaginez une ville dont les centrales électriques commencent progressivement à perdre en efficacité. Les lumières fonctionnent encore, les machines tournent encore, mais tout demande davantage d'efforts. Cette baisse progressive de la production énergétique pourrait influencer de nombreux aspects du vieillissement.
Les cellules sénescentes. Voici l'un des phénomènes les plus fascinants. Certaines cellules endommagées cessent de se diviser. À première vue, cela semble être une bonne chose. Cela évite parfois des problèmes plus graves. Mais ces cellules ne disparaissent pas toujours. Elles restent présentes dans les tissus. Et avec le temps, leur accumulation peut perturber l'environnement biologique autour d'elles. Imaginez quelques habitants d'une ville qui cessent de contribuer au fonctionnement collectif, mais continuent à influencer leur voisinage. Un petit nombre n'est pas forcément problématique. Des millions peuvent devenir une autre histoire. La perte de communication cellulaire. Votre corps est avant tout un immense réseau de communication. Les cellules échangent constamment des signaux, elles coordonnent les réparations, elles adaptent les réponses immunitaires, elles régulent le métabolisme. Mais lorsque cette communication devient moins précise, les décisions biologiques deviennent moins efficaces, comme un orchestre dont les musiciens n'entendent plus parfaitement le chef. L'inflammation chronique silencieuse. L'inflammation est essentielle à la survie. Elle aide à combattre les infections, à réparer les blessures, à protéger les tissus. Mais lorsque de faibles niveaux d'inflammation persistent pendant des années, la situation change. Les scientifiques parlent parfois d'une inflammation de bas grade, invisible, silencieuse, différente d'une infection aiguë ou d'une blessure, comme un feu qui ne s'éteint jamais complètement, pas assez puissant pour tout détruire immédiatement, mais suffisamment constant pour user progressivement les structures autour d'elle. L'épuisement des cellules souches. Chaque tissu possède des réserves de réparation, des cellules capables de remplacer celles qui sont lorsées ou endommagées. Avec l'âge, certaines de ces réserves deviennent moins actives. La capacité de renouvellement diminue. Les réparations continuent, mais elles deviennent parfois moins rapides ou moins complètes. Les protéines mal repliées. Les protéines sont les outils de travail du corps. Elles doivent adopter des formes extrêmement précises. Or, avec le temps, certaines se replient incorrectement. D'autres s'accumulent. Certaines échappent au système de nettoyage. Imaginez une usine où des pièces défectueuses s'accumulent progressivement sur les chaînes de production. L'efficacité générale finit par diminuer. Les changements épigénétiques. Et ici, voici peut-être l'un des mécanismes les plus intrigants. Votre ADN contient les instructions, mais l'épigénétique influence la manière dont ces instructions sont utilisées, quels gènes sont activés, lesquels sont silencieux, quand ils s'expriment, à quelle intensité. Avec les années, cette régulation devient parfois moins stable, comme si les chefs d'orchestre biologiques perdaient progressivement la précision de leurs gestes. Et c'est ici qu'apparaît une idée extraordinaire, car aucun de ces mécanismes n'agit seul. Ils se renforcent les uns les autres. Une disturbation peut entraîner une autre, puis une autre encore. Le vieillissement ressemble moins à un interrupteur qu'à une réaction en chaîne, une cascade biologique. Mais au milieu de cette complexité, les chercheurs ont découvert quelque chose qui a totalement changé leur façon de voir le problème. Une révélation capable de renverser une croyance profondément ancrée dans notre esprit. Car ce que nous appelons souvent les symptômes du vieillissement pourraient ne pas être les véritables coupables. Ils pourraient être les conséquences visibles d'un phénomène beaucoup plus fondamental. Et si les maladies que nous craignons le plus n'étaient pas simplement liées au vieillissement, mais produites par lui. Cette idée va transformer complètement la question que nous posons depuis le début. Car au lieu de demander comment soigner les maladies de l'âge, certains scientifiques commencent à se demander s'il faudrait traiter l'âge lui-même. Pendant la plus grande partie de l'histoire de la médecine, nous avons considéré les maladies liées à l'âge comme des problèmes distincts. Le cancer était une maladie, la maladie d'Alzheimer en était une autre, les maladies cardiovasculaires appartenaient à une autre catégorie. L'ostéoporose, la fragilité musculaire, le déclin immunitaire. Autant de problèmes différents nécessitant des solutions différentes. Cette logique semble parfaitement raisonnable. Après tout, ces maladies touchent des organes différents. Elles produisent des symptômes différents. Elles suivent parfois des trajectoires différentes. Mais plus les chercheurs observaient les mécanismes biologiques en profondeur, plus une question revenait. Pourquoi toutes ces maladies deviennent-elles beaucoup plus fréquentes avec l'âge? Pourquoi un organisme jeune résiste-t-il généralement mieux à ces défaillances? Pourquoi le risque explose-t-il après plusieurs décennies de vie? Au départ, cela semblait être une simple corrélation.
Puis les données ont commencé à raconter une autre histoire. Imaginez un grand barrage. Pendant des années, il retient parfaitement l'eau. Puis, de minuscules fissures apparaissent. Au début, elles sont insignifiantes, personne ne les remarque. Le barrage continue de fonctionner. Mais les fissures se multiplient lentement. Certaines fragilisent la structure, d'autres créent de nouvelles tensions, jusqu'au moment où différents problèmes commencent à apparaître simultanément. Ce qui semblait être une série de défaillances indépendantes était en réalité la conséquence d'une même fragilité sous-jacente. C'est précisément ce que certains chercheurs pensent observer dans le vieillissement. Le vieillissement pourrait ne pas être simplement le contexte dans lequel les maladies apparaissent, il pourrait être un des principaux moteurs qui les rend possibles. Cette distinction est fondamentale, parce qu'elle change complètement la stratégie. Imaginez deux médecins. Le premier passe sa carrière à éteindre des incendies dans différents quartiers d'une ville. Le second découvre pourquoi ces incendies se déclenchent sans cesse. Les deux approches sont utiles, mais seule une s'attaque potentiellement à la source du problème. Et c'est ici que se trouve la grande révélation de la recherche moderne sur la longévité. Peut-être que nous avons longtemps regardé les conséquences avant de regarder la mécanique qui les produit. Prenons un exemple. Lorsque des cellules sénescentes s'accumulent dans plusieurs tissus, elles peuvent favoriser l'inflammation chronique. Cette inflammation peut ensuite influencer le fonctionnement cardiovasculaire, le système immunitaire, le cerveau, les muscles, les articulations. Une seule disturbation peut produire des répercussions dans de nombreux systèmes simultanément. Même chose pour la dysfonction mitochondriale, même chose pour certains dommages génétiques, même chose pour les altérations de communication cellulaire. Progressivement, les chercheurs ont commencé à comprendre que le corps ne fonctionne pas comme une collection d'organes indépendants. Il fonctionne comme un réseau, un immense système intégré. Et lorsqu'un nombre suffisant de mécanismes fondamentaux commencent à se dégrader, les conséquences peuvent apparaître partout. Soudainement, le vieillissement cesse d'être une simple accumulation d'années. Il devient une perte progressive de résilience. Un mot revient constamment dans les laboratoires spécialisés en longévité. Résilience. La capacité du corps à absorber les perturbations, à réparer les dommages, à retrouver l'équilibre, à s'adapter. Lorsque nous sommes jeunes, cette résilience est souvent extraordinaire. Vous récupérez plus vite, vous résistez mieux aux agressions, les systèmes biologiques compensent efficacement les problèmes. Puis, lentement, cette marge de sécurité commence à diminuer. Pas d'un jour à l'autre, pas de manière visible, mais progressivement. Et c'est là que se produit un changement de perspective presque philosophique. Pendant longtemps, nous avons considéré le vieillissement comme quelque chose qui nous arrivait, comme une force extérieure, comme une fatalité. Aujourd'hui, certains chercheurs le décrivent autrement. Ils le voient comme un ensemble de mécanismes biologiques mesurables. Et lorsqu'un phénomène devient mesurable, il devient potentiellement modifiable. Cette idée est suffisamment puissante pour bouleverser toute la médecine du XXIe siècle. Car si le vieillissement est réellement à l'origine d'une grande partie de la vulnérabilité humaine, alors s'alentir certains de ces mécanismes pourrait produire un effet beaucoup plus large que traiter chaque maladie séparément. Mais attention, cela ne signifie pas que le vieillissement est officiellement reconnu comme une maladie dans beaucoup de systèmes médicaux actuels, et cela ne signifie certainement pas que nous savons déjà comment l'arrêter. La réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, et, paradoxalement, encore plus fascinante. Car la question n'est plus seulement scientifique, elle devient technologique. Pour la première fois dans l'histoire, les chercheurs tentent non seulement de comprendre les mécanismes du vieillissement, mais d'intervenir directement sur eux. Éliminer certaines cellules sénescentes, reprogrammer partiellement des cellules vieillissantes, modifier des voies biologiques associées à la longévité. Utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir de nouvelles thérapies. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction commence à entrer dans les laboratoires, et certaines expériences ont déjà produit des résultats qui auraient semblé impossibles il y a seulement quelques décennies. Mais jusqu'où pouvons-nous réellement aller ? Les technologies actuellement développées sont-elles le début d'une révolution médicale, ou allons-nous encore très loin de pouvoir traiter le vieillissement humain ? Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le vieillissement appartenait au domaine de l'observation. On pouvait le décrire, le mesurer, l'accepter, mais certainement pas intervenir directement sur lui. Aujourd'hui, cette situation commence à changer.
Pas parce que les scientifiques ont découvert une pilule miracle, pas parce qu'ils ont trouvé le secret de l'immortalité, mais parce qu'ils commencent à identifier des points d'intervention concrets à l'intérieur des mécanismes du vieillissement. Pour comprendre l'importance de cette évolution, imaginez un ingénieur chargé de réparer une machine, extrêmement complexe. Pendant longtemps, il ignorait où se trouvaient les pièces défectueuses. À présent, il commence à localiser certains composants responsables des dysfonctionnements. La machine reste extraordinairement compliquée, mais elle n'est plus totalement mystérieuse. C'est exactement ce qui se produit dans les laboratoires de longévité. La chasse aux cellules sénescentes. Parmi toutes les pistes explorées aujourd'hui, l'une des plus fascinantes concerne les cellules sénescentes. Souvenez-vous, ces cellules ont cessé de fonctionner normalement. Elles ne se divisent plus. Elles ne participent plus efficacement à la maintenance des tissus. Et lorsqu'elles s'accumulent, elles peuvent perturber leur environnement. Une idée simple a alors émergé, et si l'on retirait ces cellules vieillissantes? Cette approche a donné naissance à une nouvelle catégorie expérimentale de traitement appelée sénolytique. Le principe paraît presque évident. Identifier certaines cellules sénescentes, puis les éliminer. Chez plusieurs modèles animaux, cette stratégie a produit des résultats suffisamment intrigants pour attirer l'attention du monde entier. Amélioration de certains tissus, meilleure fonction physique, retard de certains signes associés au vieillissement. Ces résultats ne signifient pas que le problème est résolu, mais ils montrent que certains mécanismes du vieillissement peuvent être influencés, et cela représente déjà une révolution conceptuelle. Reprogrammer l'âge biologique. Puis une découverte encore plus spectaculaire est apparue. Pendant longtemps, les biologistes pensaient que le vieillissement cellulaire suivait une trajectoire essentiellement à sens unique. Une fois qu'une cellule vieillissait, elle continuait simplement à vieillir. Puis des chercheurs ont démontré qu'il était possible de reprogrammer des cellules adultes pour leur redonner certaines caractéristiques plus jeunes. Cette découverte a profondément bouleversé la biologie moderne, car elle suggérait une idée extraordinaire. Les cellules pourraient conserver une partie de l'information nécessaire pour retrouver un état plus fonctionnel. Depuis, les chercheurs explorent une approche appelée reprogrammation partielle. L'objectif n'est pas de transformer les cellules en cellules embryonnaires. L'objectif est beaucoup plus subtil. Réinitialiser certains marqueurs biologiques du vieillissement sans effacer l'identité de la cellule. En théorie, cela reviendrait à restaurer certaines fonctions de réparation sans reconstruire entièrement l'organisme. Nous sommes encore loin d'une application clinique généralisée, mais les résultats expérimentaux ont suffi à déclencher une vague mondiale de recherche. Les thérapies géniques. Une autre stratégie consiste à agir directement sur les instructions biologiques. Nos cellules utilisent des milliers de gènes pour contrôler la réparation, le métabolisme, la croissance et la survie. Certaines variations génétiques semblent influencer la longévité. D'autres participent aux mécanismes de protection cellulaire. Grâce au progrès de la génétique moderne, les chercheurs commencent à envisager des interventions de plus en plus précises. L'idée n'est pas nécessairement de modifier l'être humain pour le rendre immortel. L'objectif est plutôt de renforcer certains systèmes de protection naturels déjà présents dans l'organisme. Comme si l'on améliorait les équipes de maintenance d'une ville sans modifier sa structure fondamentale. Les médicaments de la longévité. Parallèlement, de nombreux laboratoires recherchent des molécules capables d'agir sur les mécanismes biologiques associés au vieillissement. Certaines influencent la manière dont les cellules détectent l'énergie disponible. D'autres modifient certaines voies métaboliques impliquées dans la croissance et la réparation. D'autres encore cherchent à renforcer les processus naturels de clénage cellulaire. Ce domaine est particulièrement complexe, car ralentir un mécanisme biologique peut parfois produire des effets bénéfiques dans un contexte et problématiques dans un autre. La biologie humaine n'est pas un simple tableau de commandes, c'est un système d'une sophistication extrême. Chaque intervention doit être étudiée avec une considérable prudence. L'intelligence artificielle entre dans la course. Puis est arrivée une nouvelle force inattendue, l'intelligence artificielle. Le vieillissement implique des milliards d'interactions biologiques, des réseaux de gènes, des protéines, des molécules de signalisation, des mécanismes cellulaires qui s'influencent mutuellement. Une complexité presque impossible à analyser entièrement par les méthodes traditionnelles.
Les systèmes d'intelligence artificielle commencent à dessiner des modèles invisibles, à prédire de nouvelles cibles thérapeutiques, à accélérer la découverte de molécules prometteuses, à analyser des volumes immenses de données biologiques. Pour la première fois, quelques-unes des questions les plus complexes de la biologie du vieillissement peuvent être explorées à une échelle sans précédent. Le véritable objectif. Lorsque le public entend parler de recherche sur la longévité, une image revient souvent. Des humains vivant 200 ans, des milliardaires cherchant l'immortalité, des scénarios de science-fiction. Mais dans les laboratoires, la réalité est généralement beaucoup plus pragmatique. Le véritable objectif n'est pas nécessairement de repousser indéfiniment la mort. Le véritable objectif est souvent de réduire les années de maladie, d'augmenter les années de bonne santé, de préserver l'autonomie, de maintenir les capacités physiques et cognitives plus longtemps. Autrement dit, prolonger la qualité de vie avant de prolonger la durée de vie. Et cette distinction est essentielle, car même un ralentissement modeste des mécanismes du vieillissement pourrait avoir des conséquences gigantesques sur la santé publique mondiale. Mais malgré tout cet enthousiasme, une question demeure, une question que même les chercheurs les plus optimistes ne peuvent ignorer. Que se passerait-il si ces technologies fonctionnaient réellement? Jusqu'où pourrions-nous aller? Existe-t-il une limite biologique fondamentale? Et surtout, sommes-nous prêts à vivre dans un monde où le vieillissement pourrait devenir une condition médicalement modifiable? Car derrière les promesses de la longévité se cachent des challenges scientifiques, sociaux et éthiques qui pourraient transformer l'avenir de l'humanité bien plus profondément que n'importe quelle découverte médicale précédente. À ce stade, une question devient inévitable. Et si tout cela fonctionnait? Et si les scientifiques parvenaient réellement à ralentir certains mécanismes fondamentaux du vieillissement humain? Combien de temps pourrions-nous vivre? 120 ans? 150 ans? 200 ans? Ou existe-t-il une limite que la biologie ne pourra jamais franchir? C'est ici que l'histoire devient plus complexe. Parce que plus les chercheurs avancent, plus ils découvrent à quel point le corps humain est un système extraordinairement sophistiqué. Pendant longtemps, le vieillissement a été imaginé comme une simple horloge, une seule cause, un seul mécanisme, une seule clé à trouver. Mais la réalité ressemble davantage à une immense toile d'interconnexion. Chaque système influence les autres. Modifier un mécanisme peut produire des bénéfices inattendus, mais aussi des conséquences imprévues. Imaginez que vous puissiez rendre les cellules plus résistantes. Excellent. Mais que se passe-t-il si certaines cellules endommagées survivent alors qu'elles auraient normalement dû disparaître? Imaginez que vous puissiez stimuler la régénération tissulaire. Formidable. Mais comment éviter que cette même stimulation ne favorise pas des comportements cellulaires indésirables? Chaque avancée ouvre de nouvelles possibilités et de nouvelles questions. C'est pourquoi les chercheurs les plus sérieux restent généralement prudents. Le discours public parle parfois de vaincre le vieillissement. Dans les laboratoires, les mots utilisés sont souvent beaucoup plus modestes. Comprendre, ralentir, préserver, retarder, améliorer. Car personne ne sait aujourd'hui où se trouve la véritable limite biologique humaine. Certaines données suggèrent que notre espérance de vie maximale actuelle pourrait être proche de certaines contraintes fondamentales. D'autres chercheurs pensent que ces limites pourraient être repoussées. La vérité est que nous n'en savons encore rien avec certitude, et cela rend la situation encore plus fascinante. Pour la première fois dans l'histoire, nous approchons d'une frontière scientifique dont personne ne sait réellement l'emplacement. Mais les défis ne sont pas uniquement biologiques, ils sont aussi sociaux. Imaginons un instant un futur où les traitements anti-vieillissement deviennent efficaces. Qui y aurait accès? Seulement les plus riches? Seulement certains pays? Seulement certaines populations? L'histoire de la médecine montre que les innovations apparaissent rarement partout au même moment. Si la longévité devenait une ressource médicale importante, les inégalités pourraient devenir un enjeu majeur. 2 personnes nées la même année pourraient-elles connaître des trajectoires biologiques radicalement différentes simplement en fonction de leur accès au traitement? Cette perspective soulève des questions profondes. Puis vient un autre défi, les retraites, le travail, l'éducation, la famille.
Les institutions humaines ont été construites autour d'une certaine durée de vie. Si cette durée changeait significativement, toute l'organisation de la société pourrait être amenée à évoluer. Imaginez une personne vivant en excellente santé jusqu'à 110 ans. À quel âge partirait-elle à la retraite? Combien de carrières pourrait-elle exercer? Comment définirions-nous la jeunesse, l'âge adulte ou la vieillesse? Des concepts que nous considérons aujourd'hui comme évidents pourraient être entièrement redéfinis. Et derrière toutes ces questions se cache une autre question encore plus profonde, une question philosophique. Pourquoi voulons-nous ralentir le vieillissement? La réponse paraît évidente, parce que nous craignons la maladie, la souffrance, la perte d'autonomie, la disparition de ceux que nous aimons. Mais certains penseurs se demandent si le vieillissement joue également un rôle dans la manière dont nous donnons un sens à notre existence. Nos choix seraient-ils différents si nous pensions disposer de 200 ans devant nous? L'urgence de vivre disparaîtrait-elle? Ou au contraire, aurions-nous davantage de temps pour apprendre, créer, explorer et transmettre? Aucune science ne peut répondre définitivement à ces questions, parce qu'elles concernent autant la condition humaine que la biologie. Et pourtant, malgré toutes ces incertitudes, une chose est déjà certaine. Le simple fait que nous puissions désormais poser ces questions représente un changement historique. Pendant des millénaires, l'humanité a considéré le vieillissement comme une force de la nature totalement inaccessible. Aujourd'hui, nous commençons à l'étudier comme un phénomène biologique. Demain, nous pourrions apprendre à l'influencer. Après-demain, personne ne sait jusqu'où cela nous mènera. Mais quelle que soit l'issue, une transformation intellectuelle majeure a déjà commencé. Nous ne regardons plus le vieillissement de la même manière, et cela pourrait être la première étape d'une révolution qui dépasse largement le domaine médical. Car la véritable question n'est peut-être pas combien de temps nous pouvons vivre. La véritable question est ce que signifie être humain dans un monde où le vieillissement lui-même pourrait devenir une cible de la médecine. Depuis le début de cette histoire, une idée n'a cessé de nous accompagner. Une idée qui aurait semblé impossible à de nombreuses générations avant nous. Le vieillissement n'est peut-être pas simplement le passage du temps. Il pourrait être un ensemble de mécanismes biologiques que nous commençons enfin à comprendre. Pendant des milliers d'années, les êtres humains observaient le vieillissement comme ils observaient les tempêtes, les sécheresses ou les éclipses. Comme une force de la nature, inévitable, mystérieuse, impossible à contrôler. Puis la science a transformé notre compréhension du monde. Les maladies infectieuses qui décimaient autrefois des populations entières sont devenues traitables. Les blessures autrefois mortelles sont devenues réparables. Des organes peuvent être remplacés. Des gènes peuvent être analysés. Des cellules peuvent être reprogrammées. À chaque époque, ce qui semblait impossible est progressivement devenu ordinaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons peut-être au début d'une transformation comparable. Non pas parce que nous avons trouvé le remède contre le vieillissement, nous en sommes encore très loin, mais parce que nous avons changé la question. Pendant des siècles, nous avons demandé « Pourquoi vieillissons-nous » Désormais, certains chercheurs demandent « Quels mécanismes provoquent le vieillissement et peut-on agir sur eux ?» Cette différence paraît subtile, elle est pourtant immense, car chaque révolution scientifique commence souvent par une nouvelle manière de poser une ancienne question, et les réponses qui émergent sont déjà extraordinaires. Nous savons désormais que le vieillissement n'est pas un phénomène unique. Nous savons qu'il implique des systèmes de réparation, des réseaux cellulaires, des signaux biologiques et des mécanismes qui interagissent constamment. Nous savons que certains de ces mécanismes peuvent être influencés dans des organismes vivants, et nous savons que la frontière entre le vieillissement et la maladie est probablement beaucoup plus floue que nous ne le pensions. Mais malgré tous les progrès réalisés, l'avenir reste profondément ouvert. Peut-être que les prochaines décennies permettront simplement de gagner quelques années de bonne santé. Peut-être que certaines maladies liées à l'âge reculeront significativement. Peut-être que les thérapies de longévité deviendront aussi courantes que les vaccins ou les traitements cardiovasculaires le sont aujourd'hui. Ou peut-être que nous découvrirons des limites biologiques que nous n'avions jamais imaginées, des barrières impossibles à franchir, des contraintes inscrites au cœur même du vivant. Personne ne connaît encore la réponse, et c'est précisément ce qui rend cet moment historique. Nous vivons à une époque où l'une des plus anciennes certitudes humaines est en train d'être réexaminée.
Pour la première fois, la question n'est plus uniquement « combien de temps pouvons-nous vivre ?» La question devient « comment voulons-nous vivre les années qui nous sont données ?» Car au fond, la recherche sur le vieillissement ne concerne pas seulement la durée de vie, elle concerne la santé, l'autonomie, la mémoire, la mobilité, la capacité à aimer, à créer, à apprendre et à transmettre. Elle concerne la qualité du temps, pas seulement sa quantité. Et peut-être que c'est là la véritable leçon de cette histoire. Le vieillissement n'est pas simplement un compte à rebours. C'est un processus biologique extraordinairement complexe que nous commençons à peine à déchiffrer. Chaque découverte révèle de nouvelles possibilités. Chaque réponse fait naître de nouvelles questions. Et plus nous avançons, plus nous réalisons que le futur de la médecine pourrait être très différent de tout ce que l'humanité a jamais connu. Peut-être qu'un jour, les générations futures regarderont notre époque comme le moment où quelque chose a changé, le moment où nous avons cessé de considérer le vieillissement comme une fatalité absolue, le moment où nous l'avons commencé à l'étudier, à le comprendre et à imaginer qu'il pouvait être influencé. Mais même si ce futur arrive, une vérité demeurera. La valeur d'une vie ne se mesure pas uniquement en années, elle se mesure aussi à ce que nous faisons du temps dont nous disposons. Et alors que les scientifiques poursuivent leur exploration d'un des plus grands mystères biologiques de notre existence, une question continue de résonner. Une question qui pourrait définir le siècle à venir. Le vieillissement deviendra-t-il un jour une maladie que l'on peut traiter ? Aujourd'hui, Nilsson ne peut répondre avec certitude. Mais pour la première fois dans l'histoire humaine, la réponse n'appartient plus uniquement à la philosophie. Elle appartient aussi à la science.